Très heureux de vous retrouver, mesdames et messieurs, fidèles amis de l'émission L'Autre Journal. Voici, nous sommes dans un nouveau numéro. Nous vous disons merci de nous suivre sur la page YouTube de L'Autre Journal de l'Alternative. Au menu de cette émission, aujourd'hui, nous allons parler de l'inondation à Lomé. Nous allons parler plus précisément des cas des grands marchés de la capitale qui sont inondés à la moindre pluie. Nous allons également parler de la situation sanitaire, du business qui se développe autour de cette crise que nous connaissons depuis l'année dernière. Et enfin, nous allons parler de la politique avec la balle de ping-pong que se jette l'ANC et UNI dans le cadre des nouvelles négociations qui se déroulent dans le Sénap. Avec nous sur ce plateau pour discuter, pour parler de tous ces sujets, nous avons d'abord Ferdinand Haïté, qui est le patron du journal L'Alternative. Ferdinand, bonjour. Bonjour Isidore, bonjour à Jérôme et bonjour à tous ceux qui nous suivent depuis ce plateau et cette émission. Merci beaucoup, merci d'avoir répondu à notre invitation. Ferdinand l'a déjà annoncé, le second invité, et c'est sa première fois sur ce plateau. On l'appelle dans le milieu l'homme dangereux parce que son journal y ressemble. Jérôme, bonjour. Oui, bonjour. Ferdinand, bonjour. C'est tout un plaisir pour moi de me retrouver dans cette émission, L'Autre Journal. C'est vrai que j'ai reçu de très près. C'est un véritable plaisir. C'est un véritable plaisir. Et je dis bonjour donc à tous ceux qui nous suivent à travers le monde entier. Voilà, Jérôme Soussou, je rappelle que vous êtes le directeur de publication du journal Triangle des Enjeux. Oui, mais bien naturellement, bon, je suis le patron du journal Le Triangle des Enjeux. C'est vrai que l'histoire à partir de Triangle dangereux est très longue. On va pas la compter ici, oui, cette voilà. Histoire-ci. Mais je me dis à chaque fois, quand on est un homme, il faut travailler, et à partir de ce travail-là, que votre nom soit quand même griffé dans les grands archives, et dans la tête de beaucoup de personnes. Et donc nous sommes venus dans la presse, ce n'est pas pour nous amuser, ce n'est pas pour faire plaisir aux gens. Nous sommes arrivés, ce n'est pas pour gagner notre vie de façon facile. Nous sommes venus, c'est pour nous battre, c'est pour quand même apporter notre petite contribution au développement de notre pays. Et donc, s'il arrive que notre travail plaît aux gens et qu'ils arrivent à nous donner ou à nous taquiner avec ces petits, c'est tout un plaisir. C'est tout un plaisir. Et nous sommes là, nous donnons toujours, nous avons toujours l'envie de faire le travail et nous garantissons à tous qui nous lisent ou à tous qui nous suivent à travers les émissions que nous sommes prêts à continuer de faire notre travail jusqu'à ce que Dieu nous appelle un jour. Merci beaucoup, Jérôme. En tout cas, c'est un plaisir pour nous de te recevoir dans cette émission, L'Autre Journal. Merci d'avoir répondu à notre invitation. L'Institut technique de l'informatique et de la communication, Aldus, l'expert en formation médias et communication, assure votre formation en assistance de direction, organisation matérielle et administrative, secrétariat et comptabilité avec le logiciel Sage Sahari. Communication visuelle, conception, infographie, édition, relations avec l'imprimeur, électronique, maintenance et réseau informatique, caméra de surveillance, production télévisée, cinéma et reportage avec son, images, montage, production et réalisation, masterisation du son et programmation de musique sur ordinateur. Institut Aldus, une formation à votre rythme. Nous allons commencer cette émission avec Ferdinand Haïté. C'est vrai, Jérôme l'a dit tout à l'heure, que nous travaillons pour rester dans la mémoire collective et nous disons que l'alternative dans ce sillage a reçu ou bien a été distinguée par un prix de Tris Foundation la semaine dernière. Oui, effectivement. La semaine dernière, il a été annoncé une distinction de notre journal par une fondation qui se trouve à Maryland, que beaucoup de Togolais viennent de découvrir.
personne ne connaissait cette fondation à part nous, qui attribue des prix et des distinctions aux meilleures investigations dans le monde. Je parle bien, je dis bien dans le monde. Et cette année, nous avons été retenus parmi plusieurs postulants. Par exemple, en Afrique, il y a eu plus d'une centaine d'organes qui ont postulé, tant pays francophones, anglophones que lusophones. Et nous sommes les seuls, l'Alternative est le seul journal à avoir été distingué par cette organisation-là, qui a eu une nomenclature de prix avec une mention assez honorable. C'est tout à notre honneur. Ce n'est pas la première distinction qu'on obtient. On a eu un prix il y a 5 ans sur les Panama Papers. Les gens oublient généralement que nous avons déjà fait de gros dossiers. Les Panama Papers, c'était une enquête mondiale et nous sommes occupés de la version togolaise qui nous a valu un prix au Kenya, un prix qui nous a été rapporté par notre rédacteur en chef d'alors, Maxime Domini, qui est depuis passé à BBC et dans une autre organisation. Et donc pour nous, c'est pas nouveau, c'est pas nouveau dans ce domaine-là, sauf que cette distinction vient s'ajouter à tout ce que nous avons déjà obtenu. Nous avons par le passé meilleur journaliste au Togo par 2 fois, et puis maintenant il y a de cela 5 ans au Kenya, maintenant aux États-Unis. Je pense que c'est un encouragement à mieux faire. Nous essayons de marquer notre chemin. C'est pas Gbagbo qui disait que quand l'homme passe, il laisse des traces. Nous essayons de laisser des traces derrière nous, de faire convenablement notre travail, de le faire en toute honnêteté et de laisser nos marques. C'est ce que nous essayons de faire et je profite d'ailleurs pour remercier tous ceux qui nous soutiennent moralement et financièrement et ceux qui nous apportent leur soutien. Ils se sont d'ailleurs énormément manifestés à l'annonce de cette distinction. Ils sont nombreux à croire en nous, à croire que nous faisons quelque chose de bien dans ce pays. Et donc nous remercions tous ces gens-là et ceux qui prient pour nous et qui nous demandent d'aller de l'avant. Et ceux qui savent que notre voix est une voix des sans-voix et que lorsqu'il y a des problèmes dans le pays, que les gens viennent nous voir, nous faisons quelque chose pour débloquer la situation. À tous ces gens-là, nous disons merci. Et nous avons la tête sur les épaules. On n'a jamais piqué la grosse tête. On ne s'est jamais présenté comme les détenteurs de la science infuse, les gens qui connaissent tout. Mais ce qui est intéressant pour nous, en termes de crédibilité, en termes d'image à travers ces distinctions, c'est que nous avons des avantages en termes de formation, en termes de renforcement de capacité et c'est toute la presse togolaise en fait qui gagne. Et moi j'ai l'habitude de dire que dans la presse togolaise il y a des journalistes vraiment de qualité, des journalistes de qualité, des gens de qualité et qui font un bon travail. Et en même temps, dans toute corporation, il y a aussi quelques brebis galeuses. On en trouve dans toutes les corporations. Quand vous trouvez le football, vous trouvez les avocats, les huissiers, les juges, tout ça. Il y en a toujours de bons et de mauvais. L'essentiel, c'est que ceux qui sont bons tirent les autres vers le haut. Et c'est ce que nous essayons de faire et nous remercions la Fondation par rapport à ces distinctions. Petrolgate, un dossier qui a fait jaser et qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Et nous retournons d'ailleurs à la cour d'appel le 8 juillet prochain, le jeudi prochain. Et donc, vous avez vu toutes les tentatives de déni de ce dossier-là, autant bien des hommes politiques, des responsables au gouvernement,
de quelques lascars à qui on a donné de l'argent pour écrire de n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Généralement, nous ne leur répondons même pas parce qu'on ne sait même pas qu'ils existent. On ne sait même pas qu'ils existent. Et donc, malgré toute cette coalition d'individus aux intérêts assez obscurs qui s'attaquaient à nous, à notre personne, au journal, on a continué notre chemin, on a gardé le cap. Et c'est ça qui fait notre force et c'est ça qui fait notre résilience. Et donc, voilà, et nous disons merci à tous ceux qui croient en nous, qui pensent que, bon, nous faisons quelque chose de bien. Il en sera ainsi pour le temps que nous serons journalistes, il en sera ainsi pour le bien de toute la corporation. Et j'ai dit dans une émission il n'y a pas très longtemps que le président Joe Biden a dit que son administration va consacrer beaucoup de moyens à l'investigation. Vous savez que ce n'est pas tout le monde qui s'aventure dans l'investigation. Et pour nous, c'est une bonne nouvelle en termes d'opportunités, de sécurité de nous-mêmes, parce que être journaliste d'investigation, c'est s'exposer énormément. Et en termes de formation, et donc, pour nous, ces genres d'informations sont les bienvenus. Et je pense que nous allons continuer dans le même sillage pour le bien de nos lecteurs, de nos admirateurs, de tous ceux qui croient en nous. Voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup, Bina. Jérôme, voilà un dossier, le Trollgate, qui est distingué, qui a caractérisé ce dossier distingué du journal. Et jeudi prochain, on retourne tout à fait sur ce même dossier dans lequel on va le journal. Non, ça fait rire. C'est vraiment rigolo. Si on s'en tient véritablement à cette distinction, je crois que ceux qui voulaient à tout prix voir l'alternative dans le news doivent quand même faire marche à reculons, parce que les gens doivent quand même réfléchir dans ce pays. C'est au Togo, c'est dans notre pays qu'on a parlé de ce dossier, qu'on a parlé de Petrolgate, et des gens nous suivent ailleurs. Et surtout que cette fondation est basée aux États-Unis, cela suppose que ces gens-là ne viennent pas et ne se jettent pas dans n'importe quoi. Cela suppose qu'eux-mêmes, ils ont déjà fait des enquêtes, des événements par rapport à l'existence, même à la quintessence même du dossier. C'est pour ça qu'ils sont revenus quand même faire cette distinction-là au journal. Moi, je me dis tout simplement que c'est la ténacité, c'est le travail, le bon travail. Ça témoigne véritablement que ce dossier, c'est un dossier réel. C'est un dossier réel. On n'a rien à dire là-dessus. Ceux qui font, tous ceux qui s'égosillent ou font tout pour quand même noyer ce dossier, ils se trompent. Les Togolais ne sont pas bêtes, tout le monde voit ce qui se passe. Et surtout que ça vient de l'extérieur du pays, puisque eux-mêmes, quand ça vient de l'extérieur, c'est bon. C'est bon, donc il faudrait que franchement, il faudrait que eux-mêmes prennent quand même du recul pour réfléchir par rapport à ce qu'ils vont dire la semaine prochaine. Sinon, sincèrement, moi je félicite d'abord le directeur du journal L'Alternative et l'Alternative. Ce n'est pas donné, ce n'est pas facile. Être journaliste d'investigation au Togo, être journaliste critique vis-à-vis du pouvoir Togo, ce n'est pas facile. On ne peut pas se lever aujourd'hui et dire que Fournier conduit mal ou gère mal le pays là. Je ne sais pas où tu vas dormir, mais pourtant nous nous sommes dit que bon, nous sommes citoyens togolais, advienne que pourra, et donc nous apportons notre contribution au développement du pays. On ne va pas fermer de toute façon les yeux sur tout ce que les gens font, les gros voleurs là, on va pas leur laisser quand même parce que c'est un bien commun à nous tous. Et sûrement si le patron même, le chef de l'État même vient nous dire qu'il y a une minorité qui s'accapare des biens du pays, alors il faudra que tous les Togolais réfléchissent. Aujourd'hui, on a la vie très chère. On nous a dit que nous avons assez de richesses dans ce pays. On ne peut pas comprendre pourquoi est-ce que
on peut encore avoir une vie très chère aujourd'hui. Le bol du maïs est à 800 francs et on arrive à manger difficilement dans le pays. Alors que chaque fois, on dit qu'on donne de l'argent par ici, on donne de l'argent par là. Tout ça, cet argent-là passe par où? On cherche de l'argent pour construire des routes, on ne trouve pas de bonnes routes, l'argent disparaît, puis on demande de fermer les yeux là-dessus. Je ne crois pas que ça serait quand même possible. De toute façon, nous sommes là, quand ils font mal, quand on découvre leur détournement, on va le dire tout simplement. Donc je soutiens véritablement l'alternative. Ce n'est pas facile. Pas du tout facile parce que on connaît ce que c'est que faire une investigation dans ce pays-là. Mais justement, on n'a pas de moyens. La presse qui veut critiquer le pouvoir togolais n'aura jamais de moyens. On tente même à l'asphyxier. On passe par tous les moyens pour quand même faire disparaître le journal. Si on n'arrive pas physiquement à atteindre le directeur ou le personnel de ce journal, on passe par des moyens spirituels pour quand même faire disparaître et la personne et le journal. Donc Dieu merci, nous sommes là, nous tenons la corde, nous la tenons très solidement. Et puis avançons, on va voir ce qui va se passer par la suite. Nous sommes venus, c'est pour faire le travail. On n'est pas venu pour prendre le fauteuil présidentiel, mais on est là quand celui-là qui gère le fauteuil présidentiel veut nous affamer tous dans le pays. On ne va pas se taire là-dessus. On va le dire. C'est tout notre travail que nous sommes en train de faire. Voilà. Merci beaucoup. Je voulais préciser que, oui, à la suite de Jérôme, que même pour soumettre le dossier à trait, c'est un travail assez, je dirais ça, fastidieux. Hein. Nous avons consacré au Pétrole Gate au moins une demi-douzaine d'articles, des articles très longs, parce que nous on écrit très long. pour ceux qui ne nous lisent pas, on écrit très long. Une douzaine d'articles avec des documents, des facsimilés et tout. Et donc il faut traduire tous ces articles en anglais. Ce que nous avons eu à faire, ça nous a pris des nuits, des jours, des nuits. On a travaillé sans relâche. Et après avoir traduit tous ces articles-là, et scanner les documents, faire tout, maintenant il faut aller maintenant sur le site pour postuler. Et postuler, ça peut te prendre toute une journée parce que quand vous remplissez les cases, parfois il y a des choses qui disparaissent, des choses qui reviennent, on vous demande des compléments. Et après de avoir postulé, maintenant validé, après on vous écrit pour vous demander des informations complémentaires que vous devez fournir, parce que si on voit qu'il y a certains aspects qui ne sont pas clairs, qui ne sont pas flous, on vous demande, parce que ceux qui décernent les distinctions là-bas, c'est des juristes, des avocats, des gens vraiment de grande réputation, donc ils sont déjà habitués à ce genre de choses. Et ils essayent de décortiquer tout, de demander des informations complémentaires. C'est ce qu'on a passé tout le temps à faire. C'était quand même difficile et fatigant, mais finalement, notre demande a été validée. Le jour où ça a été validé, on a fait ouf. Et puis après, les compléments, ça c'est par mail qu'on a essayé de régler ça. Et je dis ça parce que les gens pensent que c'est un truc facile, tu te lèves comme ça et puis bon, tu vas écrire quelque chose et puis on te donne un truc quoi. Je disais tantôt qu'il y a une centaine de journaux africains qui ont postulé. Nous sommes les seuls organes en Afrique à avoir été distingués. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Et aujourd'hui, pourquoi il faut beaucoup plus de journalistes d'investigation? Il en faut parce que nos pays sont minés par la corruption. La gabégie, les pouvoirs politiques sont devenus des systèmes mafieux qui s'accaparent les biens de tous les pays au détriment des citoyens. Et aujourd'hui, il n'y a que le journalisme d'investigation qui peut permettre aux citoyens d'avoir une idée réelle de la gestion qui est faite de leurs biens. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, pour beaucoup, aujourd'hui, le journaliste d'investigation est un acteur, c'est un continuum de la transparence et de la bonne gouvernance. C'est pour ça que beaucoup d'États aujourd'hui encouragent l'investigation. Je donne un exemple. Vous avez vu les Luanda Leaks qui ont été pilotés par ICIJ, les gens avec qui nous avons fait les Panama Papers. Ça a permis, par exemple, de démanteler en partie le réseau Dos Santos qui a régné sur l'Angola pendant plus de 40 ans,
avec des fortunes colossales que sa fille a amassées un peu partout, et de rapatrier, ce n'est pas encore fini, mais de rapatrier une grande partie de l'argent pour développer le pays. Il y a eu des enquêtes au Nigeria sur la fortune de Abacha, et tout ça qui a permis de rapatrier beaucoup d'argent. C'est le travail des journalistes. Et si vous n'avez pas des journalistes aujourd'hui pour vous montrer comment est-ce que les pays sont gérés, comment est-ce que les gens volent de l'argent, où est-ce qu'ils cachent cet argent-là, vous n'aurez pas d'éléments demain pour leur demander pour poursuivre les gens ou bien pour pouvoir rapatrier de l'argent qui peut servir à construire les centres de santé, les hôpitaux et tout ce que vous pouvez imaginer. Et donc nous, c'est un truc assez passionnant, c'est un challenge passionnant pour nous depuis que nous avons basculé dans l'investigation. C'est vrai que c'est assez risqué. Dans ce dossier de Petrolgate, on a eu tous les coups. C'est pas des choses qu'on expose sur la place publique. C'est pour ça que je passe par ici pour remercier d'abord mes avocats. Ils sont 4 qui ont eu confiance vraiment en moi, qui ont accepté de nous défendre gratuitement d'ailleurs, parce qu'ils sont conscients que nous faisons quelque chose de bien dans ce pays. Je remercie certaines organisations de droits de l'homme qui nous ont accompagnés en termes de conseils, de lobbying et tout. Je remercie les parlementaires européens. Il y en a qui ont écrit au gouvernement togolais, ils étaient 18 ou bien une vingtaine qui ont saisi le gouvernement togolais. Je remercie certains ambassades ici, je ne vais pas les nommer pour des raisons de confidentialité, qui ont été, qui n'ont pas été, qui sont toujours très soucieux de la question de notre sécurité personnelle lorsque nous avons reçu des menaces réelles. Et donc, ça nous a amené aujourd'hui à mener une vie assez disciplinée. Quand vous sortez, vous signalez vos positions, on sait où vous êtes. Comme ça, s'il y a un problème, on sait comment réagir. Donc, je voudrais remercier ces organisations de droits de l'homme et ces ambassades qui, dans l'ombre, suivent cette affaire de très près et veillent aussi sur notre sécurité personnelle. C'est tout ça et la distinction vient renforcer tout ce dispositif-là. Donc, voilà, nous sommes une équipe pas assez... une équipe très engagée. On reçoit ici beaucoup de gens qui apportent des dossiers. Ce que nous pouvons faire, on le fait. Ce qu'on ne peut pas faire, bon, on dit bon, ça nous dépasse, ou bien ça, c'est du domaine de la justice, ou de ceci, vous pouvez aller le faire. Mais nous sommes toujours heureux à chaque fois que nous rentrons à la maison d'aider à débloquer des situations pour certaines personnes, certains compatriotes. Parfois c'est des situations professionnelles, parfois c'est des situations personnelles, les problèmes fonciers, les injustices de toutes sortes. Et nous arrivons à régler ça pour des citoyens. Des problèmes qu'on n'arrive pas à régler devant les tribunaux ou dans les commissariats, nous arrivons à les régler pour les citoyens. C'est déjà un plus que nous apportons à la société. Nous ne disons pas que nous sommes parfaits, nous sommes des hommes avec nos défauts et nos qualités, mais nous essayons d'aller de l'avant pour le bien de nous tous. Voilà ce que je voulais dire sur le Petrolgate. Merci à tous et le travail continue. Merci beaucoup Ferdinand. Nous allons passer ce sujet, nous allons aborder faire un petit voyage dans le monde de football. Jérôme, tu as suivi avec nous la semaine dernière la finale plutôt de la Coupe du Togo, merci beaucoup, où Asco de Kara a été sacré champion du Togo. Et la déception de beaucoup, c'est le chèque qu'on a donné au champion du Togo, 5 millions. Mais pourquoi il y a la déception? Comme si dans les années avant, on donnait quelque chose d'important. Ça a été toujours comme ça. Asco a été 2 fois sacré champion. La saison avant moi je le dis, saison de Covid, la saison du Covid, et puis cette saison, Asco a été également sacré champion. Maintenant, le plus lourd du travail même reste à venir, parce que Asco doit représenter le Togo sur le plan continental. Mais maintenant, par rapport au chèque, moi, ça donne toujours l'impression où c'est comme des gens ne veulent pas qu'on fait une politique sportive.
une véritable politique sportive. On nomme des gens, on nomme des ministres qui n'ont pas la matière, qui ne s'y connaissent pas la matière. Alors on nomme des ministres politiques à des postes qui ne peuvent pas quand même, qui ne maîtrisent pas du tout bien. La dernière fois en Côte d'Ivoire, le club sacré champion avait eu 20 millions de chèques. Et ASCO, malgré tout ce que le club a engagé comme dépenses du début jusqu'à... C'est vrai que ça n'a pas été un championnat classé comme on le connaissait. C'est vrai que le championnat était très court, mais très endurant. Mais avec tout l'engagement financier, on donne à la fin 5 millions. Est-ce que les 5 millions-là sont les joueurs qui vont se les partager ou sont les dirigeants vont prendre une partie? Vraiment, c'est incroyable, c'est abominable. Si on ne veut pas véritablement s'adapter à une véritable politique sportive. Ailleurs, aujourd'hui, c'est le football qui rapporte beaucoup de choses. Et Patrice Talon vient d'arriver, il a fait construire au moins 30 stades. Dans chaque commune, il y a un grand stade sur lequel on peut jouer un véritable champion et compétition internationale. Parce qu'il faut aussi homologuer les stades avant qu'on ne fasse ces championnats. Mais maintenant, c'est bizarre qu'au Togo, au moment où des gens construisent des grands stades, la dernière fois même, je crois, ça fait 2 ou 3 jours, on a aménagé le stade Mathieu Kérékou au Bénin, mais on a rénové le stade, il fallait voir. Et par contre, on a rénové également le stade de Kégué avec beaucoup de millions. Comparé au stade de Mathieu Kérékou rénové la dernière fois, il n'y a pas match, il n'y a pas de photo. C'est parce que des gens ne veulent pas franchement faire du travail pour lequel ils se disent, pour lequel ils sont venus au pouvoir. C'est-à-dire qu'il n'y a rien quand même qui donne l'envie ou qui donne véritablement l'envie aux Togolais d'être à l'aise. Le sport reste le seul, en tout cas, mouvement aujourd'hui qui emballe tout le monde. La politique, on ne va pas en parler, mais le sport, ça rassemble tout le monde. La dernière fois, lorsqu'on a demandé à ce que 2000 personnes arrivent au stade, mais on n'a pas distingué Uni, on n'a pas distingué l'ANSI, on a distingué que des Togolais qui aiment le football. Maintenant, on ne veut pas faire la politique, la vraie politique sportive. Depuis 2010, il y a cette histoire d'Angola, on a joué à l'Angola, le Togo a été braqué, personne ne dit rien par rapport à ça jusqu'à ce jour. Tout l'argent qu'on a débloqué, tout l'argent que les Togolais ont cotisé, plus de 2 milliards plus, on ne sait pas, on ne nous a pas fait un véritable compte pour quand même dire que les Togolais ont cotisé. On nous a prélevé 5 francs sur le ciment, la communication, la bière, etc., mais personne ne nous donne le compte. On était en Afrique du Sud en 2013, j'étais dans la délégation, on avait souffert là-bas. L'argent est volatilisé, mais personne n'a fait le compte. La dernière fois, en 2017, au Gabon, on a encore détourné l'argent, plus de 600 millions, on ne fait pas le compte. Personne ne dit rien. Mais non, les jeunes se sacrifient. Ces jeunes-là, ils se sacrifient parce que c'est leur carrière, ils veulent jouer, c'est avec ça qu'ils veulent gagner leur vie. Ces jeunes se sont sacrifiés. Pendant tout ce temps-là, on leur attribue 5 millions. Ils vont en faire quoi? 5 millions alors que de l'autre côté, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Nigeria, il y a de l'argent. Aujourd'hui, le football, ce n'est plus cette histoire de plaisanterie. Le football est devenu une industrie, une véritable industrie où il faut quand même réfléchir, il faut quand même porter la chose pour donner de la joie. On ne dit rien, on est là, on s'accroche au pouvoir, on ne veut pas le lâcher, mais on ne veut rien donner, on ne veut rien faire pour qu'on soit quand même à l'aise. Bon, je ne sais pas, je disais tantôt que ASCO va représenter le Togo sur le plan continental. C'est ASCO qui va jouer la Champions League africaine. Bon, là, on a besoin de l'argent.
Est-ce que le pouvoir ou l'État togolais va soutenir? Je n'en sais rien. Heureusement que celui-là qui dirige ASCO de Kara aujourd'hui, le petit frère du chef de l'État, oui, mais il faut le relever, c'est important. Puisque depuis très longtemps que les clubs se qualifient pour le continent, l'Assemblée n'a jamais félicité ces clubs-là. Mais la dernière, le président du club, mais la dernière fois, j'étais étonné que la présidente Yawa Tiga a soulevé ce problème. On a félicité, on a applaudi le président du club. Peut-être qu'aucun président de club n'a été député. Non, mais je me rappelle que lorsque justement, je ne veux même pas parler de Gabriel, mais lorsque l'Ange de était qualifié, Gabriel Donné était encore, comment appelle-t-on, député à l'Assemblée nationale. Et c'est son petit frère, il était président d'honneur du club, et son petit frère est le président du club. Son petit frère, même père même, est le président du club. Gagou était honorable député à l'Assemblée nationale et le président d'honneur. Personne ne l'a félicité le jour-là, mais bon. Comme il faut féliciter à chaque fois l'Enya Sigbe, c'est bon. Donc moi, c'est ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a politisé tout. Et au lieu de faire le vrai travail dans l'intérêt du peuple togolais, on a politisé tout. ASCO est sorti. Félicitations. J'étais très content parce que, bon, on ne s'attendait pas à la qualification d'ASCO. On pensait plutôt à ACK de Kara. Mais bon, Dame Chance est venu du côté de ASCO. ASCO est qualifié. Maintenant, il y a des cadres, il y a beaucoup de cadres dans la COSA là-bas et qui ne pensaient pas, qui ne pensaient jamais à ce club-là. Aujourd'hui, le président Menya Sigbe, le frère de M. Fron Sigbe, tout le monde, tous les cadres d'ASCO, tous les cadres de la COSA s'intéressent aujourd'hui à ASCO. Et moi, j'ai fait une remarque et j'ai constaté quelque chose. Ils ne font jamais rien de gratuit. C'est parce qu'aujourd'hui, il y a un Niasigbe qui dirige ASCO et que ce Niasigbe-là a fait qualifier ASCO pour le continent. Il faut apporter des soutiens, il faut taper dans les yeux de M. Niasigbe pour peut-être récupérer demain en politique ou dans d'autres choses. Ils sont, vous les connaissez, ce sont eux qui sont les grands businessmen dans le pays. Et donc, bon, peut-être que des gens vont encore faire d'autres choses dedans, hein. Je suis sûr que des gens vont apporter le soutien, vont dire que bon, voilà, on a pris l'argent ici pour soutenir parce que ASCO va aller, alors qu'on ne leur a pas demandé de faire ça. Donc, de toute façon, ASCO est qualifié, le vrai du travail même arrive, c'est bientôt. La CAF a demandé à ce que le 30 juin passé, tous les clubs qui sont qualifiés, d'envoyer les noms pour qu'on puisse quand même faire le dispatching. Moi, mon plus grand souhait que ASCO rentre dans la phase de poule. Il ne faut pas qu'on joue l'éliminatoire comme on a l'habitude de connaître, de voir ça. Semence a joué le préliminaire, Astogopor a joué le truc. Bon, c'est vrai que l'Astogopor, pour une première fois, a fait des efforts pour rentrer dans la phase de poule. Donc, je souhaite vivement que les cadres d'ASCO, les cadres de la COSA apportent leur soutien à l'ASCO et que le gouvernement togolais, même comme ses collègues l'ont félicité la dernière fois, que les collègues cotisent eux aussi de l'argent pour ASCO et que le gouvernement apporte son soutien afin que ASCO puisse acheter des vrais joueurs pour étoffer l'effectif qui est là afin que ASCO puisse rentrer dans la phase de poule et espérer nous rapporter du moins quelque chose. Dans tous les cas, on va voir si le Conseil des ministres aussi va féliciter le président. On attend de voir. Peut-être mercredi, on va voir ce qui va se passer. Merci beaucoup, Jérôme. Et Ferdinand, as-tu déjà ajouté sur le plan sport? Non, moi je ne sais pas si c'est parce que notre pays est juste un rectangle. C'est un petit pays que les gens qui gouvernent le pays ont une vision minimaliste de ce pays ou des projets à implémenter dans ce pays. Mais bon, on me dira que le Rwanda est encore plus petit que le Togo, mais Paul Kagame fait des choses grandioses là-bas. Revenons au Togo. Le problème que nous avons au Togo, c'est le problème
des gens qui n'ont pas de vision et qui sont aux commandes de ce pays. Je m'excuse de le dire, aujourd'hui, on peut valablement faire les bilans des 16 ans ou 17 ans de Faure Gnassingbé et tirer les conclusions. Très simplement. Je ne sais pas si vous voyez, avec tout ce qui se passe dans le pays, sans complaisance, on peut faire le bilan aujourd'hui. En termes de réalisation, en termes d'acquis, et tout ce qu'on a fait dans ce pays, on peut faire le bilan. Et chacun peut évaluer ce qui a été fait. Jérôme venait de le dire, mais aujourd'hui, vous ne travaillez pas, vous n'avez pas de résultats. C'est comme moi, je vais aller au bac, je passe tout mon temps dans les boîtes de nuit, je n'apprends pas, mais je vais à l'examen, naturellement, je vais échouer. Aujourd'hui, le Togo, où sont les infrastructures de football? Ça existe où? Il n'en existe pas. Il faut avoir le courage de le dire. Quand vous prenez les 22 plus de Faure Gnassingbé, il y avait un livret comme ça, en 2015, en 2005. Oui, 2005. Voilà, qui a résumé le projet de société de M. Faure Gnassingbé. Dans un des paragraphes ou dans un des points de ce projet-là consacré au sport, il nous a été dit et écrit, blanc sur noir, que Faure Gnassingbé s'engage à construire 2000 stades. Les grands stades comme les petits terrains sur l'ensemble du territoire pour permettre l'éclosion du football, mais aussi des sports de mer et tout ce que vous savez. Vous pouvez retrouver ce bouquin, ce petit livret-là. Je dois l'avoir quelque part, mais chacun peut retrouver ça. Voilà, on peut même retrouver sur Internet. On l'appelle les 20 plus de Faure. Le bouquin là sur mon bureau. C'est ça. On l'appelle les 20 plus de Faure. 17 ans après, je vous parle de 2005, 17 ans après, il n'y a pas eu un seul terrain de football qui a été construit. Pas un seul terrain. Je ne dis pas un stade, un terrain. Parce que le terrain est différent du stade. Un seul terrain n'a pas été construit pour permettre à la jeunesse togolaise de s'épanouir, de faire du sport. Maintenant, les vieux terrains qui existaient là, on a débloqué de l'argent pour les rénover. On a fait des prêts chez les Chinois de combien? 30 milliards pour rénover le terrain de Kégué. Quand vous passez aujourd'hui devant le terrain de Kégué, ça ressemble à une porcherie. Excusez-moi de le dire comme ça. Je suis sans état d'âme. Quand vous arrivez à Accra, vous voyez le stade, Omnisport d'Accra. Vous arrivez aujourd'hui au Bénin, ou à Porto Novo même, et à Cotonou, Porto Novo, vous voyez les deux stades, le stade de Kounou et le stade de Kérékou là. Vous voyez tout autour du stade. On a fait de l'assainissement, on a pavé les rues, on a construit, il y a la lumière, on a relevé les clôtures pour que les gens ne fassent pas n'importe quoi de travers. Aujourd'hui, vous allez à Kégué, où on dit on a mis 30 milliards pour rénover le terrain. L'entrée du terrain n'est pas aménagée. Le long du mur, c'est carrément une zone inondée. Les gens défèquent partout. Et certaines personnes ont mis des poudres là-bas, ils arrangent les voitures. C'est devenu un parking dans la boue. On n'a pas relevé la clôture. On est parti chercher comment les appeler, les barbeleux. La clôture est basse, puisque les gens escaladent la clôture pour aller faire des besoins à l'intérieur du stade, du terrain. Donc, la solution qu'on a trouvée, dans les 30 milliards, au lieu de relever le mur, environ 2 mètres, comme on a fait au stade d'Accra ou de Koumassi, de relever le mur au moins 2 mètres ou 2 mètres et demi, et sécuriser la zone, on a juste mis quelques barbelés rouillés sur la clôture basse. Donc les gens continuent de faire des déchets et de faire des besoins dans les papiers, dans les plastiques et de les jeter dans l'intérieur de la clôture. Maintenant, l'intérieur de la clôture, on n'a même pas désherbé. On n'a même pas pavé l'intérieur, enlevé les herbes. Quand vous passez là, c'est à vue d'œil. Et on vous dit, le terrain qu'on a construit à 25 milliards, et on a débloqué 30 milliards pour le rénover, il n'y a même pas de siège dans les tribunes. Il n'y a que quelques tribunes, la tribune officielle et une tribune secondaire, qu'on a mis les sièges. Donc, où est passé l'argent? C'est ça le débat. Les Chinois disent, petit argent, petit travail. Donc, les prêts qu'on est allé faire à Exim Bank pour rénover ce terrain-là, comme les Chinois sont fondamentalement corrompus en Afrique, tout ce qu'ils font en Afrique, c'est de la corruption, ils ont certainement pris leur part, les gens du Togo ont pris leur commission, et la petite somme qui restait, on a rafistolé les choses. Et ce terrain de Kégué fait très honte. Parce que on a fait une double voie pour aller vers le pont de Kégué. De part et d'autre de la double voie, on n'a pas pavé l'espace entre les maisons et le goudron. Donc,
cette anomalie-là se fait voir entre la clôture du terrain et le goudron. Ou quand il pleut, l'eau stagne là-bas, l'eau est pestilentielle. Il y a des mécaniciens qui ont mis des trucs là-bas. C'était un moment où on fait des forages. Quelqu'un a fait le forage sur le mur du terrain, il lave les voitures là-bas. Et quand vous allez derrière le terrain, il y a une rue qui va derrière le terrain, mais les gens ont déféqué partout. Et quand vous prenez entre la clôture réservée à l'olympisme et le terrain, vous rentrez dedans, c'est un dépôt d'ordures. Il y avait un grand dépôt. C'est un dépôt d'ordures. Dans quel pays vous voyez des choses comme ça? La question est de savoir ceux qui dirigent le Togo, est-ce qu'ils sont propres? C'est ça le problème. Il faut poser les débats. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Est-ce qu'ils sont propres? Est-ce qu'ils aiment le bien? Est-ce qu'ils aiment le beau? Je ne sais pas si vous voyez. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, vous prenez tout. Il n'y a même pas de terrain dans le pays. On a transformé même l'intérieur du stade aujourd'hui à une auto-école, moto-école. Ah bon? Bien sûr, vous allez voir. Bon, Jérôme, lui, il est un peu proche du football, moi je n'en suis plus. Vous arrivez dans l'enceinte du stade aujourd'hui, vous allez voir, je sais pas, la police, la gendarmerie, on apprend aux jeunes comment faire les examens de moto pour décerner le permis. C'est ce qui se fait. Donc vous voyez, alors que dans les autres pays, vous prenez par exemple le stade de Kounou à Cotonou, c'est un complexe. Quand je dis complexe, il y a le palais de l'amitié qui est là, pour les grands événements culturels, pour plusieurs. Il y a même une radio à l'intérieur. Il y a une radio à l'intérieur, il y a des logements, il y a un terrain, un court de tennis, c'est un complexe. Bien sûr. Au Togo, on débloque 30 milliards pour rénover un terrain et on n'a même pas mis des sièges individuels sur les tribunes. Et ça ne dit absolument rien à personne. Nous avons dénoncé ça en notre temps. Vous prenez le terrain Omnisport qui ressemble à une épave. Parce que quand vous voyez ça, vous ne savez pas à quoi ça ressemble. Au cœur de la ville, on n'a pas décidé un matin de dire que ce truc-là qui est derrière l'hôtel 2 février, parce que quand les invités de marque viennent dans notre pays et que vous les logez à l'hôtel 2 février, lorsqu'ils regardent de travers les vitres, ce qu'ils voient en contrebas, c'est tout ce paysage désolant-là qui est contigu à l'hôtel 2 février. Des gens ne se sont pas dit, écoutez, nous allons dynamiter tout c'est comme ça qu'on a une vision pour un pays. On dynamite tout ce truc-là, on refait un terrain moderne, puisque le terrain va jusque dans la zone de la douane, avec les histoires de tennis, handball, tout ça. On casse tout ça, on refait un complexe où vous avez aussi les cours de tennis, vous avez les cours de basket et tout qui sont là-bas, mais on reconstruit un stade moderne qu'on couvre en partie et on met des gradins modernes. Et ça donne l'image d'un pays où les gens, excusez-moi, sont civilisés. Mais ils ont laissé ça là-bas. Non, ce qu'ils ont dû faire. Maintenant, Asco là, qui a eu champion là, on donne 5 millions. Vous avez vu le terrain de stade de Kara? Est-ce que c'est un stade? C'est là où? C'est un stade. Est-ce qu'ils ont un stade? Est-ce qu'ils ont un stade? Le terrain que vous voyez là, je pense que c'est à l'époque Feu Général Abéi, lorsqu'il était préfet là-bas, avec l'ancien maire Dogbé, qui a été ministre de l'Environnement. Son fils est devenu ministre de l'Agriculture. Son fils est devenu ministre des Télécommunications, qui était maire là-bas à l'époque. Je pense que c'est eux qui ont travaillé à mettre en place ce terrain-là, le stade de la SCOS, selon ce que j'ai appris. Bon, on reste à vérifier. Et tel que c'est construit, c'est comme ça que ça existe jusqu'à ce jour. La seule différence, c'est qu'on a amené les gazons synthétiques de la FIFA pour mettre au milieu, tout autour du terrain. C'est un désastre, c'est n'importe quoi. Mais dans cette ville où les gens s'enorgueillissent d'être champions, sans terrain, sans stade, vous comptez des milliardaires au bout des doigts. Des gens qui se sont fait de l'argent sur les biens publics, qui ne sont pas héritiers, qui ne sont rien, mais qui ont volé de l'argent public et qui bombent le torse, qui sont des milliardaires. Donc voilà le pays que nous avons. Les gens, un pays n'avance que si les dirigeants qui sont à la tête du pays ont une vision, en disant, dans 10 ans, nous voulons que le Togo, ressemble à ci, ressemble à ça. Si nous n'avons pas les qualités, nous pouvons copier. C'est-à-dire copier chez l'autre n'est pas un crime. Si tu n'es pas génie, tu peux copier le génie. Les Chinois en partie font quoi? Ils vont copier l'Europe, ils vont copier les États-Unis et ils vont construire chez eux. Tout ce qu'ils font, une grande partie est de la copie. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ils font aussi d'autres choses originales, mais une grande partie, en Chine, c'est de la copie de ce que les Européens, les Américains ont fait. Alors pourquoi nous qui sommes ici, on ne peut pas copier chez les Ghanéens?
On ne peut pas copier chez les Burkinabés, les Béninois, pour rendre notre pays un pays plus ou moins fréquentable, beau, attirant. Et des gens comme Tata Vlessi et Gabriel Amei, je suis au regret de les évoquer dans cette émission, quoi qu'on puisse leur reprocher, ils ont été dans le football des gens de vision. Amei a lui seul construit un terrain qui est homologué par la FIFA et la CAF. Et on a joué des compétitions internationales là-bas. Mais aujourd'hui, entre Palimé et Romé, il n'y a pas de route. La route ressemble à un champ de... Je ne sais pas comment vous appelez ça. À une piste de... les pistes de rallye là. Motocross. Voilà, de motocross. La route est totalement partie. Bon, vous allez à Macéda. Bon, Tata a eu des problèmes. Ils l'ont totalement détruit. Il n'a pas pu achever son terrain. Mais il a construit... Alors qu'il était en train de construire un très beau terrain. Et c'est resté aujourd'hui sur les chantiers. Donc, comment est-ce que vous voulez avoir des résultats dans le football avec des infrastructures qui n'existent pas? C'est pour ça que moi je ne suis pas trop féru du football togolais. Pour la simple raison que les Togolais, vous ne pouvez jamais compter sur eux. Parce que rien n'est solide dès le départ. On prend des joueurs qui jouent dans les championnats Qatar. C'est-à-dire que c'est un championnat, c'est comme les Gaillard Club. On les met dans l'équipe nationale. Je ne sais pas si vous comprenez. Les gars, ils ont déjà 34 ans. Mais en âge réel, ça c'est l'âge... de la retraite. Non, ça c'est l'âge sur le papier. Voilà. Il a 30 ans ou bien 34 ans. Mais il a plus que ça. On le sélectionne. Et au cours du match, en deuxième mi-temps, vous le voyez, il est en détresse respiratoire. C'est-à-dire qu'il ne peut même pas courir. Et vous attendez que on puisse avoir des résultats avec des équipes comme ça. Le problème du Togo, ce n'est pas une question d'entraîneur, ce n'est pas une question de ci ou de ça. C'est vrai que Claude Leroy n'a pas eu de résultats, mais avons-nous une équipe? Avons-nous formé des joueurs? Avons-nous des cadets, des juniors qui remplacent les seniors, comme on le fait au Ghana, on le fait au Bénin, on le fait partout. Aujourd'hui, le Bénin investit énormément dans la relève. Depuis que nous avons eu, en 87, je crois, les Togolais qui sont partis en Chili, la génération la génération des Salou Bachirou, Okutokuro, Ati, tous ces gens-là, depuis qu'on a eu cette génération de juniors solides, on n'a plus de juniors. Les cadets ou juniors togolais qui sont allés en Corée, d'autres sont devenus des apprentis, ils sont devenus des morgues, ils enterrent les gens, au cimetière. On n'a pas valorisé ces enfants-là. Et donc, vous n'avez pas de vision, vous ne pouvez pas avoir de résultat. Parce que le résultat ne vient que de la vision accompagnée de moyens. Donc aujourd'hui, vous allez vers Badou, les gens jouent sur des terrains qui sont penchés comme ça. C'est-à-dire que le terrain même, c'est-à-dire quand vous prenez je ne sais pas comment vous appelez ça, vous prenez la règle que les gens utilisent pour voir non, il y a une règle que les maçons utilisent là. Ils appellent l'équerre là. Le terrain est comme ça. Le terrain est comme ça. Ce n'est pas clôturé. Pendant que vous jouez, un kidam courir rentre dans le terrain. L'arbitre siffle. Les chiens arrivent. Les moutons rentrent sur le terrain. Et sur ce terrain, on est en train de jouer championnat de première division. Comment pensez-vous que on puisse avoir des résultats avec ça? Moi, j'ai fait à Takpamé. Une fois, je suis retourné à Takpamé il y a longtemps. J'ai vu le terrain d'Ifodje, j'ai failli pleurer. Aujourd'hui, on a rénové. On a mis du gazon. Au lieu de reconstruire, on vient, on met un peu de chaud sur les tribunes, les murs, et puis on dit qu'on a rénové, on change un peu la tôle, et puis c'est fini. Regardez le terrain de toiles filantes au cimetière de la plage. Et à l'époque, c'est Harry Olympio qui faisait ce meeting là-bas, qui a acheté, c'est pas des tôles pour venir changer les toits, parce que les toits étaient totalement rouillés. Et donc, comment voulez-vous avoir des résultats avec ces gens Donc, ce n'est pas un problème de personne. Je ne sais pas si vous voyez. C'est-à-dire que vous pouvez mettre le meilleur, le plus compétent, à la tête du département de sport, à partir du moment où celui qui gère le pays, il n'a carrément pas de vision. Il ne sait même pas si ce truc-là est important pour la cité. Vous n'aurez aucun résultat. Donc aujourd'hui, le Togo n'a pas de terrain de football assez prestigieux. Le Togo n'a pas de terrain de sport de main. Vous prenez tous les terrains de sport de main, tous les sports de main là. Il n'y a pas de terrain, il n'y a pas de salle. Le Bénin a eu ses premières salles dans les années 78. Les Burkinabés ont eu 2 ou 3 salles. Les Congolais ont eu, les Maliens ont eu. Le Togo n'a pas de salle. Alors une salle là, il faut peut-être quoi, un 10 milliards pour construire une salle avec toutes les commodités. Mais depuis, on est là, on ne fait rien.
Après, vous trouverez les gens qui vont vous dire, oui, vous êtes trop critique, on fait ci, on fait ça, vous n'êtes jamais satisfait, alors que nous sommes là à traîner nos pattes. Et donc, on ne peut pas avoir de résultats quand on a des infrastructures qui n'existent pas. On n'a pas d'infrastructures. Donc, vous voulez qu'on joue le football comment? Et donc, moi, le fait qu'on danse un milieu à ASCO, ça ne me dit absolument rien, parce que ça reflète même ce qui se fait dans le pays. Ce qui se fait dans le pays, ça reflète ce qui se fait dans le pays, et c'est bien dommage qu'on en soit encore à ce niveau-là. Et on en aura pour longtemps. On en aura pour longtemps. On a beau critiquer le Cameroun n'avait pas de stade, mais avec les préparatifs de toutes les cannes qui arrivent là, le Cameroun s'est doté de stades, de normes internationales, même si les gens ont détourné de l'argent sur certains projets. C'est ce que je disais la semaine dernière en disant, les gens construisent mais ils volent. C'est-à-dire qu'au moins ils construisent avant de voler. Oui, au Togo, on ne fait rien, mais on vole. On ne construit pas, mais on vole. Les gens construisent au moins avant de voler. Dans tous les pays, plus ou moins, les gens prennent leur part. Et même c'est dans les projets là, en construisant qu'ils volent. Comme ça, les gens ne se rendent pas compte que bon, mais on vole beaucoup. Mais les gens ont les résultats. Mais ici, on ne construit rien et on vole tout. Vous voyez? Et donc, depuis 2000 et 2005, où Faure Gnassingbé a dit, je vais construire des stades, des terrains, 2000, aménagés dans chaque préfecture, localité, tout ça, on n'en a pas construit un seul. Et donc, quand vous allez à Mango pour jouer, les terrains ressemblent à des champs de patates. Vous allez à Dapaon, ça n'existe pas. Vous allez, je ne sais pas, Guérenkouka, Bassa, les terrains n'existent pas. Alors que dans ces localités, il y avait des équipes de renommée, qui jouaient. Mais aujourd'hui, le championnat togolais est rempli de quoi? D'étrangers. C'est ça aussi le problème. Aujourd'hui, tout le monde dit, oui, on joue le championnat togolais, les matchs sont plaisants. Mais tous ces joueurs que vous voyez là, les gens sont allés les recruter au Ghana, au Bénin, je sais pas, au Burkina, au Mali. Le jour où on va constituer une vraie équipe togolaise pour aller jouer là, vous verrez que tous ces joueurs ne seront pas sélectionnés. On va prendre ceux qui courent 100 mètres, ils sont fatigués, ceux que j'appelle les gens en détresse respiratoire, qui ont 25 ans sur le papier, mais ils ont 35 ans réellement. Et quand vous commencez par jouer, ils tiennent seulement la première mi-temps. La deuxième mi-temps, ils courent comme des vieux fatigués. C'est comme ils jouent Maracana, quoi. Voilà. Non, Ferdinand disait, en tant que ceux qui dirigent le pays n'ont pas de vision. Je dis que c'est faux. Ils ont des visions. Voler, détourner, corrompre. C'est une vision en fait. Ce sont des visions. C'est-à-dire que augmenter à tout bout de champ les tâches, tenter de saigner la population, c'est ça aussi une vision. Bon, on n'a pas la vision d'amener ou de créer une usine d'assemblage de moteurs de Toyota comme le Ghana est en train de le faire actuellement. Et bien, chacun a sa vision. Il y a la vision peut-être positive au niveau du Ghana et autres. Au Togo, il y a une vision négative. On ne veut rien faire de bon. Il y a parlé du stade Omnisport. Tout ce qu'ils ont pu trouver à faire la dernière fois, c'est de racler l'ancien gazon synthétique, de poser un nouveau. Et bien c'est tout ce qu'ils ont pu quand même trouver de bon, de joli à faire pour le stade. Et on le garde là-bas comme ça. On joue des matchs de championnat là-dessus. On a essayé de rénover la dernière fois le stade. On ne va pas les appeler quand même terrain au stade. Mais on a fait quelque chose à Takpami la dernière fois, le terrain disposé. À Sokoré, on a essayé de... Moi, j'ai joué même sur le terrain l'année passée, lorsqu'on nous a dit qu'on a rénové le terrain, on a planté, on a suivi des gazons. Ça, c'est que faut faire véritablement attention, sinon tu vas revenir avec beaucoup de plaies à la cuisse. Donc, moi, je dis que ceux qui gouvernent le pays ont une vision. Et leur vision, c'est le détournement, c'est le vol, c'est le pillage, c'est s'accaparer des biens communs. C'est-à-dire qu'on sent que on a juste des ministères de planification dans la bouche et que ces ministères n'existent pas. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Aujourd'hui, on prend juste un exemple dont les gens ne parlent, on prend un cas dont les gens ne parlent pas souvent. Les cimetières. Dans un pays... Est-ce qu'on a un cimetière même municipal? Dans un pays où vous avez une tradition d'enterrer les gens dans les cimetières. C'est pas comme en Inde où on brûle les gens et tout ça. Et vous voyez comment la population s'agrandit. Et donc les décès aussi. Et que les vieux cimetières sont totalement débordés. Dans la vision que vous avez de la capitale ou dans une planification,
vous programmez des espaces pour d'autres cimetières déjà, en disant, dans 5-10 ans, voilà ce que ça va être. Nous allons créer un cimetière, un grand cimetière sur la route de Palimé. Je ne sais pas, pour ceux qui vivent de ce côté-là. Nous allons prendre un cimetière sur la route de Davier, pour ceux qui vivent de ce côté. Ceux qui sont vers Kéké, tout ça, vers Diablé, on confisque des espaces, on fait des cimetières vraiment modernes, tout ça, espacés et tout et tout. Maintenant, vers la Néo, tous ceux qui sont dans cette zone, à partir de Poga, Bavi, tout ça, on fait aussi un cimetière. Ça évite qu'on enterre les gens n'importe comment, un peu partout, où on a eu enterré les gens sur d'autres corps, dans les cimetières, où des gens font du business, on déterre, on enterre, on fait de n'importe quoi, ou quand les gens vont pour enterrer leurs proches, ils sont obligés d'escalader d'autres tombes, ou bien de marcher sur d'autres tombes, il n'y a même pas de passage pour enterrer les gens. Parce que ce qui donne une idée d'un pays civilisé, c'est comment vous entretenez vos morts. Et ça, c'est depuis la nuit des temps. Si en Égypte antique, on enterrait les morts avec tout un soin, pas seulement les rois et les reines, mais tous les morts, selon votre place dans la société, on enterrait les morts selon un rite bien donné, on leur offrait un endroit de repos assez propre, organisé, et dans les pyramides. Comment est-ce que des siècles après, nous qui prétendons être un peu plus civilisés, bon, je ne dirais pas qu'on est plus civilisés que les anciens, bon, nous qui sommes dans la modernité, voilà, c'est deux mots différents. Nous qui sommes dans la modernité, on ne peut pas organiser de manière décente notre cadre et espace de vie, de manière à ce que quand on arrive dans un village, on sait que voilà la maison du chef, voilà le dispensaire, voilà l'école, voilà le marché, voilà la place publique, voilà un cimetière bien aménagé dans la zone. Et on étend ça à l'échelle d'une grande ville où on planifie, on organise tout. C'est parce qu'en fait, il n'y a pas de vision. Il n'y a pas de vision, il n'y a rien. Et donc les gens sont là, et ils sont dans le pays comme nous tous on est dans le pays quoi. Et nous sommes en allant, ouais, comme les gens disent dans la rue, nous sommes en allant. Le jour où on atterrit quelque part, tant mieux. Alors que la vision des dirigeants doit être une vision lointaine. Et ils doivent voir déjà très loin. Donc, voilà le pays dans lequel on est. Donc, c'est dans tous les domaines qu'on rencontre ce désert de vision et de compétences. Finalement, on a un pays qui est en train de s'effriter dans nos mains, qui est en train de se déliter. Et cela n'inquiète personne. Les gens ne voient pas que le Togo se délite. Chaque année, on va peut-être aborder les inondations. Chaque année qu'il pleut, la situation, ça s'aggrave. Bien sûr. Et les gens ne regardent pas ça. Alors, dans tous les cas, bon, on nous dit dans ce mandat, avançons seulement. Allons-y. Allons-y seulement. Observons une pause et puis nous reviendrons après.